Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des informations dont on parle peu. L'équipe parisienne est ravie de vous accueillir pour ce 88e numéro. Au sommaire, nous allons aborder les informations internationales. Nous parlerons du Yémen, nous parlerons également de la Palestine, devenue membre de la Cour pénale internationale. Nous parlerons d'Israël, accusé de crimes de guerre. Nous parlerons également de l'Irak. Plus proche de nous, nous aborderons le thème du Monténégro avec ses accords avec l'Union européenne. Nous parlerons également de la Russie et de l'Ukraine. Et nous terminerons avec le Venezuela concernant les récentes sanctions américaines. Pour la section économique, on parlera de la Grèce, de l'intérêt russe pour la banque d'investissement asiatique, d'un nouveau scandale de corruption au Brésil, du régime social des indépendants pour la France. Pour la santé, nous parlerons de l'effet du chômage sur notre santé. Nous ferons un petit bilan également des différentes modifications tarifaires pour le mois d'avril, avant d'aborder le thème des pesticides. Et nous terminerons ce numéro par un dossier sur la loi de la surveillance. Allez, c'est parti! Alors on va commencer ces informations internationales avec un petit bilan sur la situation au Yémen, où des combats font rage depuis 15 jours, vous avez dû en entendre parler. On va quand même faire un petit bilan, ça nous permettra de rebondir sur une information qui est passée un peu plus inaperçue. Alors pour commencer, donc c'est le rapport de Valérie Amos, une responsable des opérations humanitaires de l'ONU, qui dénombre 519 morts et près de 1700 blessés depuis ces 15 derniers jours. Alors Madame Amos s'est dit extrêmement inquiète pour la sécurité des civils piégés par les combats qui font rage et a appelé les différents partis au conflit à faire le maximum pour protéger les simples citoyens. Alors les rebelles au Yémen se sont emparés jeudi du palais présidentiel à Aden, jeudi 2 avril, dernier symbole donc de l'État, infligeant un revers à l'Arabie Saoudite qui mène depuis 8 jours une campagne aérienne contre les miliciens chiites houthis soutenus par l'Iran. Alors cette intervention vise à venir en aide au président yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi, qui fait face aux avancées des rebelles chiites houthis. Et il s'était réfugié dans un premier temps à Aden avant de fuir en Arabie Saoudite la semaine dernière. Alors plusieurs organisations humanitaires ont fait part de leur inquiétude face au nombre croissant de victimes civiles à la suite notamment d'une frappe sur un camp de déplacés et d'un bombardement d'une laiterie qui aurait à lui seul fait près de 40 morts. Alors on continue avec une attaque contre le consulat russe au Yémen, Moscou qui accuse la coalition arabe. Alors en effet, le comité d'enquête de Russie a accusé la coalition arabe engagée au Yémen d'avoir bombardé le consulat russe à Aden. Le porte-parole du comité d'enquête de Russie, Vladimir Markin, a accusé la coalition d'États arabes dirigée par l'Arabie Saoudite d'avoir tiré des missiles contre le consulat général de Russie à Aden, a annoncé le comité d'enquête dans un communiqué mis en ligne sur son site. Le comité d'enquête a procédé à une vérification de ce fait. Il a établi que le 30 mars dernier, les troupes de l'Arabie Saoudite et d'autres pays du Golfe, ainsi que les forces égyptiennes, jordaniennes et saoudiennes engagées dans l'opération au Yémen, avaient effectué des frappes aériennes sur le siège du consulat général de la Fédération de Russie à Aden. Donc le bâtiment a été endommagé. Le communiqué rapporte également que le 1er avril, un groupe d'inconnus a pénétré dans les locaux du consulat en utilisant à cet effet des armes et des objets pouvant servir d'armes et a dérobé des biens qui s'y trouvaient. Alors on continue sur l'Iran, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une avancée sur le dossier nucléaire qui était interminable avec les États-Unis entre autres, et plutôt plus généralement les pays occidentaux, les 6+1 comme on dit. Alors l'accord sur le nucléaire iranien, qui annonce une levée des sanctions frappant le pays, crée une opportunité pour les sociétés pétrolières étrangères, mais pas avant au moins plusieurs mois, voire plusieurs années, et à condition que les termes des contrats proposés soient intéressants. L'accord de jeudi pourrait représenter une première étape vers un retour des compagnies occidentales en Iran, note ainsi un analyste du secteur. Les sanctions décrétées contre l'Iran par les États-Unis depuis 1979, puis à partir de 2006 par l'ONU et l'Union européenne, se sont traduites par un départ progressif des majors pétrolières, la France Total par exemple, ayant été la dernière à quitter le pays en 2008. Seules sont présentes aujourd'hui quelques compagnies chinoises et indiennes. Alors la perspective d'une levée de ces sanctions représente un potentiel rare. L'Iran est encore aujourd'hui le 5e plus gros producteur de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole, plus connu sous l'acronyme OPEP, en dépit des sanctions avec une production de 2,81 millions de barils par jour en moyenne en 2014, contre 4 millions en 2008, et des exportations d'environ 1,1 million de barils par jour.
Alors côté gaz, le pays dispose des deuxièmes réserves mondiales après la Russie, à travers notamment le gisement de South Pars. Alors nous suivrons ces évolutions de près. Alors on continue là cette fois-ci sur la Palestine et Israël. Vous n'êtes pas sans savoir donc que Netanyahou a été réélu en Israël. Et on apprend également que la Palestine devient le 123e membre de la Cour pénale internationale. La Palestine compte désormais officiellement parmi les 123 membres de la Cour pénale internationale. Mais l'autorité palestinienne ne disposera pas, du moins dans l'immédiat, de plaintes visant la colonisation israélienne, comme l'avait annoncé début mars le ministre des Affaires étrangères, Riyad Al-Maliki. « Nous ne cherchons pas la vengeance, mais la justice », a-t-il déclaré lors d'une conférence à l'Institut des sciences sociales de La Haye, aux Pays-Bas, la veille de la cérémonie d'adhésion de la Palestine à la Cour, le 1er avril. Alors une cérémonie symbolique qui lui permet néanmoins d'agir désormais en qualité d'État au sein d'une organisation internationale et d'y disposer un droit de vote, contrairement à Israël, qui s'oppose à cette juridiction établie par traité et chargée de poursuivre les auteurs de crimes de masse commis depuis 2002. Évidemment, on se rappelle donc que Netanyahou avait déclaré avant son élection qu'en sa présence, il n'y aurait pas d'État palestinien. Alors on continue sur ce dossier. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme accuse Israël de crimes de guerre à Gaza. L'armée israélienne a commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité lors de son offensive pendant l'été 2014 dans la bande de Gaza, baptisée Bordure protectrice, accuse dans un rapport publié vendredi la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Après une mission menée en octobre 2014, la FIDH estime que l'opération israélienne a été marquée par des sérieuses violations des lois internationales garantissant les droits humains dans ce document titré « Piéger et puni la population de Gaza pendant l'opération Bordure protectrice ». Pendant les 5 jours de l'offensive, l'armée israélienne s'est rendue coupable des crimes suivants: attaques non ciblées sur des civils et leurs résidences, attaques contre des bâtiments médicaux, leurs moyens de transport et leur personnel, attaques contre des structures abritant des personnes déplacées, attaques contre des objets et équipements indispensables à la survie des civils. Alors, dès le lancement de l'opération, la FIDH avait fermement condamné des violations des lois internationales sur les droits humains commises par les autorités israéliennes et leur armée, rappelle le rapport. Elle a également condamné les tirs non ciblés de roquettes et de mortiers de la part des forces armées palestiniennes qui ont causé des morts et des blessures civiles en Israël. Alors, le rapport ajoute que les affirmations selon lesquelles les groupes palestiniens avaient utilisé des infrastructures civiles à des fins militaires, comme cacher des armes dans des écoles, des cimetières ou des lieux de culte, tirer des roquettes depuis des quartiers civils, l'emploi de pièges et de boucliers humains doivent être examinés et suivis de poursuites. Toutefois, le fait que les groupes palestiniens ont enfreint les lois internationales ne donne pas carte blanche aux forces israéliennes. L'équipe d'enquête de la FIDH s'est rendue dans la bande de Gaza, composée d'un membre de la Ligue belge des droits de l'homme et du président permanent de la FIDH, auprès de l'Union européenne. Alors, ils ont pu se rendre dans plusieurs villes et quartiers sévèrement bombardés, où ils ont pu interroger des témoins, des responsables et des membres d'ONG palestiniennes de défense des droits de l'homme. Alors, présentant le rapport vendredi à Paris, le président de la FIDH, Karim Laïdji, a indiqué avoir, après la mission menée à Gaza et en Cisjordanie, conseillé à l'autorité palestinienne de saisir la CPI, c'est-à-dire la Cour pénale internationale, à propos de la situation à Gaza. Et 2 mois après la fin de notre mission, ils ont franchi le pas et saisi la CPI. Donc normalement, les Palestiniens ont mis à exécution en janvier une menace brandie de longue date en adhérant à la CPI, dans le but de proclamer des poursuites sur les dirigeants israéliens pour crimes de guerre, notamment à Gaza, et ils ont prévu de porter plainte formellement contre les autorités israéliennes devant la CPI le 1er avril. Alors nous suivrons l'écho que recevra cette plainte. Alors on continue sur le Proche et le Moyen-Orient. L'Irak accuse la Grande-Bretagne de livrer des armes à l'État islamique. Un député irakien affirme que les États-Unis veulent instaurer le chaos dans son pays. L'agence de presse iranienne Far New Agency rapporte que l'armée irakienne a abattu 2 avions britanniques qui livraient des armes à l'État islamique. Le Comité pour la sécurité nationale et la défense du Parlement irakien a eu accès aux photos des 2 avions britanniques qui se sont écrasés alors qu'ils transportaient des armes pour l'État islamique, a déclaré le président du comité Hakem El-Zamli, selon le centre d'information en arabe du Conseil suprême islamique irakien.
L'incident a été rapporté par des médias étrangers et des médias alternatifs, mais n'a pas été mentionné par la presse dominante aux États-Unis et en Europe. Hakem El-Zamli, un législateur irakien important, a ajouté que l'actuel gouvernement de Bagdad reçoit quotidiennement des rapports de forces de sécurité dans la province de Al-Anbar sur des parachutages d'armes pour l'ISIS. Il a affirmé que les États-Unis veulent provoquer le chaos en Irak et le font en soutenant l'État islamique. D'autres députés irakiens se plaignent de cette situation. Nous avons découvert des armes fabriquées aux États-Unis, dans les pays européens et en Israël, dans les zones libérées du contrôle de l'EI, dans la région Al-Baghdadi, écrit le site d'information Al-Haddad, citant Khalaf Tarmzout, le chef du conseil provincial d'Al-Anbar, a également dit que des armes fabriquées en Europe et en Israël ont aussi été découvertes à Ramadi. Les États-Unis lâchent des armes pour l'EI avec l'excuse qu'ils ne savent pas où sont les positions de l'EI et s'efforcent de tordre la réalité avec ce genre d'allégations, dit-il. En décembre, les médias étatiques iraniens ont affirmé que l'armée de l'air états-unienne avait largué pour la seconde fois des armes dans les zones tenues par l'État islamique. Alors on va s'intéresser maintenant à l'Union européenne et son désir d'expansion toujours plus grandissant. On voit que l'Union accélère les négociations d'adhésion avec le Monténégro. Alors en effet, l'Union européenne a annoncé lundi l'ouverture de 2 nouveaux chapitres dans ses négociations d'adhésion avec le Monténégro, en dépit du coup d'arrêt donné au processus d'élargissement par la nouvelle Commission. Malgré le coup d'arrêt donné à la politique d'élargissement par la Commission Juncker, qui a annoncé qu'il n'y aurait aucun nouvel élargissement au cours de son mandat, le Monténégro vient de voir 2 nouveaux chapitres de négociations s'ouvrir avec Bruxelles. Les nouveaux chapitres ouverts, les 16 et 30, portent respectivement sur la taxation et les relations extérieures, a précisé dans un communiqué le Conseil, qui représente les 28 gouvernements de l'Union européenne. Cette avancée porte à 18 le nombre de chapitres actuellement négociés, sur un total de 35. Alors la Grèce, quant à elle, se dit confiante avec les négociations de l'Union européenne et du FMI. Alexis Tsipras s'est dit confiant dimanche en une fin heureuse des négociations en cours avec les créanciers de la Grèce, l'Union européenne et le FMI. Je ne peux pas croire que l'Europe démocratique va choisir la voie de rupture, a ajouté le Premier ministre grec. Il y a des puissances en Europe qui représentent des intérêts précis et qui souhaitent la rupture, mais il y a aussi des puissances visant à un compromis sincère et honnête, a estimé le Premier ministre de la gauche radicale Syriza. Ces propos sont cités dans un entretien publié par l'hebdomadaire dominical grec Real News. Je suis optimiste sur une fin heureuse très prochainement de cette première phase de négociation et sur la normalisation de la situation, a ajouté Alexis Tsipras. Au pouvoir depuis 2 mois, il prône la fin de l'austérité, un argument qui irrite certains de ses partenaires européens. Des experts de la Grèce, de l'Union européenne, de la BCE, du FMI et du mécanisme européen de stabilité ont commencé samedi à se pencher sur la liste des réformes grecques. Selon Athènes, celle-ci devrait rapporter à l'État grec 3 milliards d'euros et ramener un taux de croissance de 1,4% en Grèce en 2015. On va s'intéresser maintenant à la Russie, où plus de 300 espions ont été démasqués en 2014 par le contre-espionnage russe, s'est félicité jeudi le président Vladimir Poutine lors d'une réunion avec la direction du FSB, héritier du KGB. Vladimir lui-même, ancien agent du KGB et directeur du FSB avant d'arriver au pouvoir en 1999, a salué l'efficacité de ses anciens collègues selon les agences de presse russes. L'année dernière, nos services de contre-espionnage ont travaillé rapidement et efficacement. Ils ont mis un terme aux activités de 52 officiers traitants et de 290 agents de services secrets étrangers, a-t-il déclaré. Il est très important d'améliorer la protection des données liées au secret d'État et de prévenir les fuites d'informations sur notre organisation militaire et nos technologies de défense, a ajouté le président russe. On apprend également que la Russie cessera d'exporter du gaz via l'Ukraine après 2019. Moscou a réaffirmé son intention de renoncer après 2019 au transit de gaz russe vers l'Europe via le territoire ukrainien. Lors d'une rencontre avec le ministre grec de la restructuration de la production, de l'environnement et de l'énergie, Panayotis Lafasanis, désolé si je prononce mal le nom, le ministre russe de l'énergie Alexandre Novak et le PDG Gazprom Alexei Miller
ont de nouveau déclaré que Moscou cesserait d'acheminer du gaz vers l'Europe via l'Ukraine à partir de 2019. Le gaz sera alors acheminé par les corridors nord et sud. Le corridor sud, qui est le gazoduc Turkish Stream, servira à transporter le gaz russe par le fond de la mer Noire vers la Turquie et de là vers la frontière grecque. Ce projet sert les intérêts de la Russie. Nous sommes prêts à nous y associer, a annoncé M. Lafazanis. Alors nous apprenons également qu'après plus d'un an après les signatures de l'accord d'association entre l'Union européenne et Kiev, cette dernière n'a même pas commencé à se rapprocher des standards européens et ne se dépêche manifestement pas d'essayer les strictes normes européennes. L'Ukraine n'a rempli que 13 des 488 conditions prévues par son accord d'association avec l'Union européenne, a reconnu mardi Dmitry Chimkiv, chef adjoint de l'administration du président ukrainien. À ce jour, 13 conditions sont accomplies, 80 autres sont en cours de réalisation. Pourtant, il n'y a aucune information publique sur les 393 tâches qui restent, a déclaré M. Chimkiv. Et de rappeler que d'ici le 20 avril prochain, le gouvernement ukrainien devrait présenter un nouveau rapport sur la mise en application de l'accord où certains amendements avaient été apportés. Et on termine ces informations internationales avec le Venezuela, où on voit que le G77 plus Chine condamne les sanctions des États-Unis. Alors le groupe des 77, ou avec la Chine en plus, exprime sa condamnation de la plus récente décision du gouvernement des États-Unis d'Amérique d'élargir ses sanctions unilatérales contre le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, prise le 9 mars dernier par un ordre exécutif signé par le président Barack Obama, dans lequel il déclare l'urgence nationale à cause de la menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale et la politique extérieure des États-Unis, représentée par la situation au Venezuela. En même temps, il réitère la déclaration adoptée au sommet des chefs d'État et de gouvernement du groupe des 77 plus la Chine, qui s'est tenu à Santa Cruz de la Sierra, dans laquelle on condamnait fermement l'imposition des lois et de règlements à effet extraterritorial et de toutes les autres formes de mesures économiques coercitives, y compris les sanctions unilatérales contre des pays en développement. Le groupe des 77 plus la Chine déclare ces mesures et réitère son engagement ferme envers la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République bolivarienne du Venezuela. En ce sens, le groupe des 77 plus la Chine souligne la nécessité de respecter le droit international ainsi que les principes et les propositions de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration sur les principes du droit international concernant les relations d'amitié et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies. Alors, ce groupe souligne la contribution positive du Venezuela au renforcement de la coopération sud-sud, à la solidarité et aux relations d'amitié entre tous les peuples et toutes les nations pour promouvoir la paix et le développement. Alors le groupe 77 plus la Chine lance donc un appel au gouvernement des États-Unis pour qu'il évalue et mette en pratique des alternatives de dialogue avec le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, basées sur le respect de la souveraineté et l'autodétermination des peuples. En conséquence, il appelle instantanément à l'abrogation de cet ordre exécutif. On passe maintenant à la section économique avec Jonathan. On commence donc cette rubrique économie avec la Grèce qui finalement privatisera le port du Pirée. L'État grec cédera en effet sa participation majoritaire dans le port du Pirée dans les semaines à venir, a dit le vice-premier ministre grec Yannis Dragazakis, cité par l'agence de presse Chine Nouvelle, des propos qui vont à l'encontre de la position adoptée par le nouveau gouvernement juste après son arrivée au pouvoir. Le parti Syriza, qui a notamment remporté les élections législatives organisées en janvier dernier, sur la promesse de mettre un terme aux mesures d'austérité imposées par les créanciers internationaux du pays, avait dit qu'il annulait une série de privatisations lancées par le précédent gouvernement, dont celle de ses deux plus grands ports, celui du Pirée et de Thessalonique. Le chinois Cosco Group figurait parmi les 5 candidats retenus par le précédent gouvernement pour le rachat de la participation de 67% de l'État dans le port du Pirée. La nécessité de trouver des liquidités semble cependant avoir pris le dessus sur d'autres considérations, tant que les créanciers de la Grèce, qui risquent de se retrouver à court d'argent le 20 avril, n'auront pas débloqué une nouvelle aide financière. On va maintenant parler de la Banque d'investissement asiatique. En effet, la Russie a fait savoir qu'elle voulait être de la partie.
La Russie intensifie actuellement ses efforts diplomatiques pour se rapprocher de la Chine, notamment à cause d'un embargo économique imposé par les puissances occidentales en raison du rôle de Moscou dans le conflit ukrainien. Alors que le ministère chinois des Finances vient d'annoncer que le Royaume-Uni et la Suisse rejoignent la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, le vice-premier ministre russe Igor Choukalov, cité par l'agence de presse russe RIA Novosti, a déclaré samedi au Forum international de Boao, dans l'île méridionale de Hainan: « J'aimerais vous informer que le président Vladimir Poutine a décidé que la Russie va participer au capital de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. » Ce projet, dévoilé en octobre, aura son siège basé à Pékin et est vertement critiqué par Washington, qui domine historiquement les institutions internationales de financement et a été pris de court par l'initiative chinoise. Les alliés historiques des États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Italie, et cette semaine la Corée du Sud, ont tous demandé à adhérer à cette banque, dont l'objectif sera de financer des travaux d'infrastructure en Asie avec un capital initial de 50 milliards de dollars. Dans l'actualité bancaire, on apprend que les plus grandes banques européennes et américaines ont supprimé 59 000 postes en 2014 dans le cadre de programmes de restructuration et de réduction des coûts, et la baisse des effectifs devrait elle se poursuivre cette année en Europe, où le secteur est moins rentable qu'ailleurs. Sous le double coup d'un ralentissement économique intervenu en 2013 et de la mise en place d'une régulation plus contraignante, les grands établissements de crédit ont mis l'accent sur leur rentabilité, ce qui s'est notamment traduit par des cessions ou des fermetures d'activités. Les 18 plus grandes banques européennes ont supprimé 21 500 postes l'an dernier, après 56 100 suppressions en 2013, selon des données établies par Reuters. Les 6 plus grandes banques américaines ont elles procédé à 37 500 suppressions de postes en 2014, après en avoir effectué 45 700 l'année d'avant. Les vis continueront d'être serrés en termes d'effectifs, estime, surtout en référence aux banques de la zone euro, Ayman Saleh, directeur général des bureaux de Londres au Boston Consulting Group. En Australie, selon la chaîne de télévision ABC News, le gouvernement fédéral réfléchit à taxer l'argent déposé sur les comptes bancaires avant le vote du budget en mai prochain. Ironiquement, l'idée de taxer les dépôts bancaires a été initiée par les travaillistes en 2013 et a été critiquée par Tony Abbott à l'époque. Il y a eu beaucoup de changements ces 2 dernières années selon la chaîne ABC. Le trésorier Josh Frydenberg a indiqué qu'une annonce sur cette nouvelle taxe pourrait être faite avant le vote du budget. Au Brésil, plusieurs entreprises font l'objet d'une enquête sur un probable réseau de corruption qui aurait détourné du fisc quelques 5,9 milliards de dollars selon la police, alors qu'un autre scandale autour du géant pétrolier Petrobras secoue déjà le pays. L'opération Zelotes, fausse jalousie, menée par la police fédérale, se concentre sur le Conseil administratif de recours fiscaux, un organisme qui dépend du ministère du Budget, chargé de juger en dernière instance les sanctions imposées par le fisc. Certains fonctionnaires du CARF auraient accepté ou sollicité des pots de vin de grandes entreprises qui devaient verser des amendes de millions de dollars au fisc en échange d'une décision favorable leur permettant d'éviter tout ou partie de la sanction. Le montant ainsi détourné pourra avoisiner les 5,4 milliards d'euros. La police a d'ores et déjà identifié près de 1,7 milliard d'euros de fonds déviés. Compte tenu de l'importance des montants et du nombre d'entreprises impliquées, ce nouveau scandale de corruption pourrait être aussi grand que celui qui fait actuellement l'objet d'une enquête chez le groupe public Petrobras, a estimé le directeur de la lutte contre le crime organisé de la police fédérale, Osnein Campos Santana. La nouvelle enquête implique aussi différents cabinets de conseil et d'avocats, notamment à Brasilia et Sao Paulo. Le réseau utilisait des entreprises tierces pour cacher ses actions, et le flux d'argent qui était blanchi revenait comme patrimoine apparemment licite pour ces entreprises, a précisé la police. Ces révélations sont faites moins de 2 semaines après de vastes manifestations qui ont mobilisé plus de 1,7 million de Brésiliens le 15 mars dernier pour protester contre le scandale Petrobras et la gestion de la présidente de gauche, Dilma Rousseff. En France, Manuel Valls s'est dit mardi favorable à une réforme du régime social des indépendants, RSI, dont les dysfonctionnements récurrents ont fait descendre artisans et commerçants dans la rue. Le Premier ministre n'a pas exclu une fusion avec le régime général. Le RSI, qui a été réformé il y a quelques années, est un désastre, ça ne marche pas, a-t-il déclaré sur BFM TV. Interrogé sur l'éventualité de supprimer le RSI et le rattacher au régime général, Manuel Valls a répondu « c'est une des possibilités », en précisant que le député socialiste du Gard, Fabrice Verdier, chargé d'une mission à ce sujet, préparait des propositions. Le rattachement du RSI au régime général est une solution, proposée entre autres par le syndicat des indépendants. En revanche, la CGPME n'y est pas favorable et souhaite maintenir un régime spécifique. Les attentes des chefs d'entreprise en termes de protection sociale sont différentes de celles des salariés, fait valoir la CGPME. Sans compter que l'intégration du RSI au régime général se traduirait par une forte augmentation des cotisations des indépendants. Sans préciser plus avant la piste retenue,
le Premier ministre s'est dit favorable à une réforme et à ce qu'on trouve pour ces indépendants la bonne solution. Encore un dossier qui n'avait jamais été traité et que nous sommes en train, je l'espère, de régler grâce à un certain nombre de propositions qui nous seront faites. Alors on ne sait pas si ce revirement de Manuel Valls est lié aux récentes actions de Sauvons nos entreprises. Alors si vous voulez comprendre un peu mieux les problèmes du RSI, je vous renvoie vers le reportage réalisé à Niort par Hugo et Lucas il y a quelques semaines. C'est assez parlant. Est-ce que cette annonce de Manuel Valls est faite pour calmer les indépendants étant donné qu'ils ont prévu un blocage du pays le 27 avril? Pas sûr que cette déclaration soit suffisante. À suivre. À propos des changements du 1er avril, on peut d'abord constater une hausse du gaz de 0,58%, une hausse du prix des carburants, le diesel et l'essence ont augmenté de 2,4 et 2 centimes par litre à cause de l'augmentation de la taxe carbone. La viande voit son étiquetage modifié, en effet, les mentions des lieux d'élevage et d'abattage devront maintenant figurer sur les étiquettes des viandes fraîches réfrigérées et congelées, des animaux d'espèces porcines, ovines, caprines et des volailles. Le lieu de naissance, lui, n'est pas encore obligatoire, à la différence de la viande bovine. En ce qui concerne la viande utilisée dans les plats préparés, elle n'est, elle, pas encore concernée. En agriculture toujours, l'Union européenne a annoncé la fin des quotas de production de lait à partir donc du 1er avril. Voilà qui va faire le bonheur des fermes industrielles et mettre un peu plus dans la difficulté les petits producteurs. En ce qui concerne le chômage, depuis le 1er avril toujours, les chômeurs peuvent maintenant choisir entre une allocation chômage plus élevée, mais plus courte, ou moins élevée et plus longue. Ce sont 120 000 chômeurs qui sont concernés par ce système de choix d'échéancier pour leurs allocations, un choix difficile lié au nouveau système des droits rechargeables. En ce qui concerne les pensions de retraite complémentaires, l'ARGIC et l'ARCO ne seront elles pas revalorisées au 1er avril à cause d'une faible inflation. Ces deux régimes, en déficit depuis 5 ans, versent chaque année plus de pensions qu'elles ne reçoivent de cotisations. On passe maintenant à la rubrique santé-environnement avec une étude de l'INSERM qui nous apprend que le chômage serait responsable de la mort d'entre 10 et 20 000 personnes par an, soit au moins 5 fois plus que les accidents de la route. C'est l'estimation de Pierre Menneton, chercheur en santé publique à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, auteur d'une étude sur la santé des chômeurs dont les résultats ont été publiés en décembre dans la revue International Archives of Occupational and Environmental Health. Menée entre 1995 et 2007 auprès de 6 000 hommes et femmes âgés de 35 à 64 ans, cette étude met en avant une surmortalité très importante des chômeurs, presque 3 fois supérieure à celle des autres catégories de la population. D'un côté, il y a le suicide de chômeurs. Entre 2008 et 2010, 584 de ces actes pourraient être attribués à la hausse du chômage, et de l'autre, des conséquences directes sur la santé. Pierre Menneton évoque des effets majeurs sur la survenue d'accidents cardiovasculaires et de pathologies chroniques. Selon le chercheur, les personnes au chômage consomment plus d'alcool, moins de fruits et légumes, et ont un apport calorique hors alcool très significativement plus élevé que la moyenne. Le scientifique le concède, les chiffres publiés sont probablement une sous-estimation de la réalité. L'étude a en effet été réalisée auprès de personnes plus favorisées que la moyenne et ne tient pas compte des effets de la récession. Une information publiée par le site Réseau Semences Paysannes, la décision était attendue depuis longtemps. Suffit-il de découvrir un lien entre une séquence génétique existant naturellement dans une plante cultivée et un caractère particulier de cette plante pour devenir propriétaire de toutes les plantes qui expriment ce caractère? Dans une décision du 25 mars dernier, la grande chambre de recours de l'Office européen des brevets a répondu oui. Les brevets de 2 sociétés anglaises et israéliennes sur les procédés permettant de sélectionner des choux brocolis contenant une certaine quantité d'une substance amère, décrite comme anticarcinogène, et des tomates dites ridées, car contenant peu d'eau, avaient pourtant été annulés précédemment. Il ne s'agit en effet que de croisements naturels. Les caractères particuliers de ces choux et de ces tomates n'ont pas été inventés, ni fabriqués artificiellement. Ils existent naturellement dans des choux ou des tomates cultivées depuis longtemps, ou encore dans leurs parents sauvages. Cela n'annule pourtant pas les brevets accordés sur tous les choux et toutes tomates portant les séquences génétiques naturelles décrites dans ces brevets. Toute personne cultivant ou commercialisant ces choux ou ces tomates devra désormais obtenir l'autorisation de ces 2 sociétés et leur payer des droits de licence. Les sociétés multinationales disposant des moyens technologiques de décoder les séquences génétiques des plantes cultivées et des animaux d'élevage vont ainsi pouvoir s'approprier tout ce que nous mangeons. Les paysans ne pourront plus semer ou faire naître des animaux sans d'abord obtenir l'autorisation de la part du détenteur du brevet contre monnaie sonnante et trébuchante. C'est un bond en arrière de 3 siècles
qui rétablit la dîme versée par les paysans aux seigneurs du Moyen-Âge et la porte ouverte à une biopiraterie généralisée, dénonce Michel Mess, administrateur du réseau Semences Paysannes. Au Royaume-Uni, la revue New Scientist nous apprend qu'une étude sur les abeilles et les pesticides aurait été mal interprétée. En effet, les résultats d'une étude menée il y a 2 ans n'ont pas été correctement exploités selon cet hebdomadaire. Ils auraient dû mener à l'interdiction des néonicotinoïdes et non pas à leur maintien. Est-ce que ces néonicotinoïdes déciment les butineurs ? Le gouvernement britannique avait répondu non à cette question il y a 2 ans, en se fondant sur une étude scientifique menée sur des bourdons, une population semblable aux abeilles mais plus facile à étudier. Mais, sciemment ou non, ces données ont été mal interprétées, révèle aujourd'hui le New Scientist. Selon l'hebdomadaire scientifique britannique, c'est un nouveau scandale qui pointe à l'horizon. Il concerne une étude citée il y a 2 ans par le gouvernement britannique pour contrer l'interdiction temporaire de l'Union européenne sur 3 pesticides accusés de nuire aux insectes butineurs en perturbant leur système nerveux. Une information qui ne va pas rassurer les sceptiques de la vaccination, le Canard enchaîné avait révélé la mort de 2 bébés décédés entre 2012 et 2014 suite à une vaccination contre le virus de la gastro-entérite. Le journal Le Parisien aujourd'hui en France a contacté l'Agence nationale de sécurité du médicament qui a confirmé que ces nouveau-nés sont décédés suite à une invagination intestinale. À Fukushima, TEPCO a rapporté à la Nuclear Regulation Authority que près de 2200 milliards de becquerels de radioactivité ont, sur ces 314 derniers jours, fui de la centrale dans son port. Selon TEPCO, ces nucléides sont dans les eaux souterraines de la centrale, et il ne peut pas terminer la construction des murs souterrains pour couper la terre du port, parce que les murs provoqueraient l'inondation de la centrale par les eaux souterraines. On passe maintenant à la rubrique Société, avec une information comme quoi le Sénat américain va enquêter sur Google. Le Sénat américain va en effet se pencher sur les pratiques de Google et sur les conditions dans lesquelles le moteur de recherche a été blanchi en 2013 des accusations d'abus de position dominante par la FTC, l'agence fédérale chargée de la défense des consommateurs. Le 20 mars dernier, le Wall Street Journal avait révélé que les commissaires de la FTC avaient décidé de classer le dossier alors que les experts de sa division de la concurrence avaient recommandé d'engager les poursuites. Le quotidien avait eu accès à un rapport préliminaire qui n'aurait pas dû être rendu public, mais qu'il avait obtenu dans le cadre d'une requête invoquant la loi sur la liberté de l'information. Ce rapport, daté de 2012, concluait que le géant de Mountain View favorisait ses propres services dans ses référencements, qu'il copiait les données de ses concurrents comme Yelp ou TripAdvisor, et exerçait des pressions sur les annonceurs pour qu'ils choisissent sa propre régie publicitaire, AdWords. À propos de l'antiterrorisme, à son tour, Europol met en garde contre les communications chiffrées. La police criminelle intergouvernementale Europol s'est récemment exprimée au sujet des communications chiffrées. Selon les autorités, cela représenterait un réel danger face à la menace terroriste. Les informations partagées par Edward Snowden, ancien analyste à la NSA, sur les pratiques de surveillance massive orchestrées par les agences de renseignement ont fait l'effet d'une onde de choc. Du jour au lendemain, les plus grosses sociétés Internet ont été directement impliquées dans des affaires de cybersurveillance. Autant dire que la confiance des internautes vis-à-vis des entreprises, mais également celle de ces dernières face au gouvernement, en a pris un sacré coup. Microsoft, Yahoo, Apple ou encore Google ont renforcé leur infrastructure et de plus en plus d'outils surgissent sur la toile pour sécuriser les communications et la vie privée des internautes. En d'autres termes, la notion de vie privée a le vent en poupe, et ce n'est pas pour plaire à tout le monde. Pour Europol, l'existence de ces technologies est un frein à la lutte contre le terrorisme. En France, suite à un décret du 27 mars 2015, les fournisseurs d'accès à Internet, FAI, et les hébergeurs déclarés d'importance vitale auront l'obligation de fournir à l'État toutes les documentations techniques sur les matériels et logiciels utilisés dans leur réseau, ainsi que les codes sources. Outre l'installation obligatoire de produits de sécurité qualifiés par l'État ou des prestataires agréés, les fournisseurs d'accès à Internet et les hébergeurs considérés comme d'importance vitale par la France auront aussi l'obligation de donner accès à toutes les informations techniques sur leur réseau qui relèvent en principe du secret industriel. Dans son décret du 27 mars, le gouvernement se fonde sur un article du Code de la Défense créé par la loi de programmation militaire votée en fin 2013 pour exiger que les opérateurs d'importance vitale soumettent leur système d'information à des contrôles destinés à vérifier le niveau de sécurité et le respect des règles de sécurité prévues. Dans le cadre de ce contrôle, qui pourra avoir lieu une fois par an, ou plus souvent en cas de défaillance, les FAI et hébergeurs concernés devront fournir à l'ANSSI ou aux prestataires privés agréés, notamment la documentation technique des équipements et des logiciels utilisés dans ces systèmes, ainsi que les codes sources de ces logiciels, ainsi que les moyens nécessaires pour accéder à ces systèmes d'information et à l'ensemble de leurs composants,
afin de permettre aux services de l'État ou aux prestataires de réaliser des analyses sur les systèmes, notamment des relevés d'informations techniques. Un rapport classé secret défense désignera alors les vulnérabilités et les manquements aux règles de sécurité constatés lors du contrôle, ainsi que les recommandations pour y remédier. Aux États-Unis, le FBI ne conseille plus de sécuriser son téléphone portable. Que vaut-il mieux faire lorsqu'on est en charge d'assurer la sécurité de ses citoyens? Conseiller de chiffrer ses données pour éviter qu'elles ne soient lues par des malfaiteurs, ou s'abstenir d'un tel conseil pour se donner les meilleures chances d'attraper les malfaiteurs? Le FBI a choisi cette dernière option. Avant, le FBI donnait de bons conseils aux citoyens américains pour protéger la confidentialité de leurs données. Mais ça, c'était avant. Comme l'a remarqué le site TechDirt, le FBI a retiré de son site internet une page datant de fin 2012, mais encore visible sur l'Internet Archive, qui livrait toute une série de trucs et astuces pour éviter les malwares et les vols d'informations sur les mobiles, dont l'activation du chiffrement des données lorsqu'il est disponible. Selon le type de téléphone, le système d'exploitation peut proposer un chiffrement. Ceci peut être utilisé pour protéger les données personnelles de l'utilisateur en cas de perte ou de vol, expliquait à bon escient le FBI. La page recommandait également de protéger l'accès au mobile par un code de sécurité à saisir avant déverrouillage. La page de conseil est restée longtemps en ligne mais a été supprimée après que TechDirt ait fait remarquer qu'elle entrait en pleine contradiction avec les propos du patron du FBI, qui s'énerve du chiffrement généralisé sous iOS et Android et demande à avoir la possibilité de consulter le contenu d'un téléphone. En France, et concernant la loi du renseignement, Bernard Cazeneuve cible la mouvance identitaire. En effet, le ministre de l'Intérieur estime que ces groupuscules proches de l'extrême droite peuvent se trouver à l'origine de violences portant atteinte aux principes fondamentaux de la République. Notre objectif est, par des mesures de police administrative sous le contrôle du juge des libertés, de prévenir des atteintes graves à la paix sociale. Mardi, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve était auditionné par la commission des lois à propos du projet de loi sur le renseignement. Bernard Cazeneuve assure que le gouvernement est désireux sur ces sujets d'améliorer le texte. Notre objectif n'est en aucun cas de limiter telle ou telle manière d'expression sur la liberté syndicale ou la liberté d'expression politique. Un peu plus tôt dans la journée, le ministre avait assuré que le texte n'autorise que des techniques de surveillance ciblées, strictement proportionnées aux objectifs poursuivis par nos services. Avant d'ajouter qu'il est hors de question d'organiser en France je ne sais quel système de surveillance généralisé. Ce qui nous permet de passer à une autre loi. En effet, après être resté près d'un an en attente, la proposition de loi dite contre le système prostitutionnel vient d'être adoptée en première lecture au Sénat. En plus de maintenir les dispositions du texte étendant la censure privée du net, les sénateurs y ont réintroduit celles permettant le blocage administratif des sites internet. Alors que le texte sera prochainement examiné à l'Assemblée nationale, la Quadrature du Net appelle les députés à revenir sur ces mesures afin de replacer le juge judiciaire au centre de ces dispositifs et ainsi protéger les droits et libertés des citoyens. Le 8 juillet 2014, quelques mois après un premier examen de l'Assemblée nationale, une commission spéciale du Sénat a adopté la proposition de loi dite contre le système prostitutionnel. Au terme de leur examen du texte, les sénateurs ont maintenu des dispositions confiant aux hébergeurs des missions de juge et de police et réintroduit celles permettant le blocage administratif des sites internet, pourtant supprimés en novembre 2013 par les députés sur demande du gouvernement. Bien que différents par nature, ces deux mécanismes permettent la censure de contenu en ligne hors de tout cadre judiciaire et de toute garantie contre des atteintes injustifiées à la liberté de communication des citoyens. Un mot sur les conséquences de l'affaire Big Malion. On a en effet appris les gardes à vue de 3 responsables de la campagne de Nicolas Sarkozy, Guillaume Lambert, directeur de la campagne, Philippe Briand, trésorier, et Philippe Blanchetier, qui suivait le financement de la campagne. On rappelle donc que cette affaire Big Malion concerne un système de fausses factures durant la présidentielle de 2012. On termine cette édition avec une information sur le traitement des attentats du mois de janvier dernier. 6 personnes qui s'étaient cachées dans le supermarché Hyper Cacher où Amédi Koulibaly avait tué 4 clients le 9 janvier dernier, ont déposé une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui visant plusieurs médias, dont la chaîne d'information en continu BFM TV. Le parquet de Paris a saisi mercredi la brigade de répression de la délinquance aux personnes d'une enquête préliminaire. Dans cette plainte contre X, déposée le 27 mars selon leur avocat Patrick Klugman, les plaignants reprochent notamment aux médias d'avoir révélé pendant la prise d'otage que des clients étaient dissimulés dans la chambre froide de l'Hypercacher. Un manquement aux règles les plus élémentaires de prudence selon les plaignants. Les méthodes de travail des médias en temps réel dans ce genre de situation sont des pousses au crime, a dénoncé Maître Klugman. Selon le Parisien, la plainte vise notamment les propos tenus à l'antenne par un journaliste de BFM TV le 9 janvier dernier, alors qu'Amédi Koulibaly était encore retranché, les armes à la main, à l'intérieur du magasin. À 14h58, le journaliste s'était exprimé ainsi. « Il y a une personne, une femme qui se serait cachée dès le début
dès l'arrivée de cet homme à l'intérieur du supermarché, qui s'est caché dans une chambre froide, qui s'est réfugié dans la chambre froide, et qui sera à l'intérieur de la chambre froide, donc à l'arrière de l'établissement. L'édition numéro 88 des infos dont on parle peu est maintenant terminée. On vous dit à la semaine prochaine avec David.